francophone. Je m'appelle Janshah Rashidian, un présentateur de la télévision Ranin Kaman. À côté de mes tables rondes, je présente aussi une série de débats sur le nom Les dimensions. Aujourd'hui, je vais vous présenter pour la première fois une émission dans la langue française qui s'appelle l'islam politique. Alors, la définition de l'islam politique se racine d'abord. L'islam politique est malheureusement peu connu dans les médias français, ou plutôt les médias internationaux, pour une question tabou, bien sûr. Mais je vais briser ce tabou-là maintenant. Je vais aborder le sujet concernant mon propre pays, mon pays natal, qui est l'Iran, qui est aujourd'hui sous la houle du régime islamique depuis plus de 40 ans. Alors, je vais vous présenter que l'islam était son apparition à l'époque du prophète Mohammed et une religion politique. Et le prophète et ses successeurs dirigeaient la communauté musulmane qui s'appelle Ummah en arabe, ou bien on dit Ummat, parfois Ummat Islam. D'ailleurs, le mot Ummat Islam était dans la bouche de Khomeini tout le temps. Il n'a jamais ou bien très peu prononcé le mot Iran et la nation iranienne. Alors, l'État islamique peut être sous le nom de calife, comme c'était le cas des successeurs du prophète lui-même, ou bien sous le nom de taliban ou des mollahs, ou n'importe quel État, mais quand même a une racine commune, c'est l'islam lui-même. Autrement dit, l'islam est là, représente l'idéologie et l'ordre d'État. Alors, l'islam n'est pas séparé de l'État. On dit al-Islam wal-Dawla. En arabe, peut dire l'islam est aussi l'État. Cet islam politique est aujourd'hui présenté en Iran depuis la révolution islamique en 1979 et fabrique toutes les magouilles possibles. D'après l'idée de l'Ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique de l'Iran, le pouvoir sera exercé par un mullah chiite, préférablement un chiite de turban noir, qui est apparemment descendant du prophète. D'ailleurs, il y en a des millions de chiites en Iran, on ne sait jamais combien entre eux ce sont des charlatans. Alors, ce chiite, ou bien ce leader suprême, ou ce qui s'appelle Bali Baqi dans la langue iranienne, sera muni d'une grande autorité terrestre d'origine divine, avec le pouvoir exécutif, administratif, judiciaire, et aussi il est le commandant des forces militaires. C'est lui qui a une main forte sur la jurisprudence ou bien la charia. Il est aussi le symbole de l'islam politique en Iran. En effet, cet homme-là, son
nécessairement des études politiques, des compétences ou des expériences politiques ou d'autres, mais seulement cet amour-là. Pourtant, il a une très grande prédominance sur la vie politique et sociale du pays. Aujourd'hui, le leader suprême est Ali Khamenei, qui a succédé l'Ayatollah Khomeini. Voilà ce qui s'appelle l'islam politique. Et soit depuis le prophète lui-même et pendant les 14 siècles du passé. Donc, l'islam politique n'a jamais cessé d'être, ça a existé toujours. Ce n'est pas inventé par les mollahs ou par les cheikhs ou par les talibans ou Boko Haram ou quoi d'autre, mais ça a existé dans l'histoire. Et l'islam est une religion politisée avec l'ambition de gouverner la nation musulmane et aussi le monde entier qui s'appelle pour eux Dar al-Islam, ça veut dire le territoire de l'islam, un territoire qui a été promis aux musulmans par Allah pour être aussi islamisé, bien sûr. Alors, quand l'islam représente l'État, cet État est une entité islamo-politique, par conséquent infranchissable au rapport de modernité, de démocratie, de pluralisme, de l'égalité de sexe ou quoi d'autre. Ce qui est la réalité du régime maintenant en Iran. D'une manière générale, tout ce qui cherche un État avec des fondements islamiques pour diriger une nation qu'il appelle Oumma, État d'État islamique, quel que soit le nom, quelle que soit l'époque, quelle que soit la localisation, quel que soit le pays ou bien une communauté. Surtout que l'islam, contrairement aux autres religions abrahamiques, christianisme, judaïsme, est incompatible en face des réformes. Alors l'islam politique ne recule jamais de ses principes initiaux parce que les majeures fonctions de l'État sont déjà prévues dans le credo de l'islam depuis le prophète Mohammed et ses successeurs, ceux qui ont formé le premier pouvoir centralisé dans une société du clan d'Arabie il y a 14 siècles. Ainsi, l'islam est la base d'idées politiques et puis une synthèse de notions tirées de traditions du prophète, des hadiths et d'un modèle de Moyen-Âge qui est sacré connu, qui ne peut pas être modifié, réformé, changé. Alors la situation des femmes avec le décret que vous connaissiez de misogynie déjà démontre ce modèle patriarcal moyenâgeux. Vous savez que les femmes sont opprimées en Iran pour une double raison. Premièrement, parce qu'elles sont des femmes sous un régime misogyne qui oblige les femmes de porter du hijab islamique d'ailleurs, ou bien être foulardées. Et deuxièmement, parce que les femmes sont des citoyens comme les hommes sous un régime totalitaire. Je signale que le port du hijab est obligatoire en Iran et que le hijab est non seulement comme
un symbole de la pudeur des femmes, mais plutôt le symbole de l'islam politique. Ça nous rappelle déjà le symbole de la croix gammée sous le nazisme en Allemagne. Alors, j'ajoute que les mollahs misogynes, surtout l'ayatollah Ali Khamenei, le leader actuel, ils sont vraiment haïs en Iran. Une haine progressive, surtout par les femmes supprimées. Comme il est mentionné d'ailleurs dans la constitution du régime islamique, l'État islamique doit se consacrer au service de l'islam. Ça veut dire pas de la nation iranienne ou bien les intérêts vitaux du pays, mais de l'islam. Et que la communauté musulmane, ou bien Ummah, comme c'est prononcé en arabe, est représentée pour le régime islamique comme une nation islamique du monde entier. Il n'y a pas de frontière entre, par exemple, l'Iran et d'autres pays musulmans qui soient localisés. C'est pour ça qu'il y a des terroristes, des chiites, des gardiens révolutionnaires partout dans la région pour la cause de l'islam, pour le progrès de l'islam, pour que la région soit islamisée. Bien sûr, l'islam du régime islamique, le modèle qu'ils choisissent déjà pour leur islam, pas l'islam de n'importe qui. L'islam chiite qui représente seulement 10% du monde musulman, qui est d'ailleurs minoritaire en Iran, hein, parce qu'il y a une grande population iranienne qui se distance avec l'islam et surtout cette secte qui dirige maintenant l'Iran. Selon les mollahs, chaque musulman se trouve dans l'obligation de service l'Allah par sa soumission. Et la communauté musulmane, bien sûr, dans ce cas, a besoin d'un pouvoir centralisé, un pouvoir divin, unique, enfin, de la diriger vers une Ummah musulmane et bien particulièrement islamisée dans tous les domaines. Ce pouvoir purement divin et alors l'islam politique sous la houle de la secte chiite en Iran. L'État islamique, dans ce cas, ne recule jamais de ses principes initiaux, sinon ça risque le danger d'être existant. C'est existentiel pour lui. Il ne fait pas reculer parce que le régime est déjà ébranlé dans la population. Et si jamais recule de ses principes initiaux, ça risque d'être tombé par la population qui sont prêtes à se révolter contre ce régime barbare. Alors, pour les mollahs, le terme pluralisme est inimaginable. Ça veut dire qu'il n'y a ni parti indépendant, ni statut légal pour une opposition politique. Aucun parti, aucune institution indépendante peut exister sur le régime totalitaire des mollahs. Même
Ils n'acceptent pas leurs propres fractions qui sont hors du cercle du leader suprême. Alors, l'islam politique ne permet aucune institution, aucun parti, parce que il ne permet pas que la communauté musulmane se subdivise en entités séparées de l'ordre de l'État islamique. Dans ce sens, si jamais il y a des réformes, elles sont dans le credo de l'islam et pour le renforcement du pouvoir du régime lui-même, pas pour les entrées du pays, pas pour la démocratie, pas pour l'égalité de sexe. Le régime reste fermé devant toute tentative de réforme en face du pluralisme, de la démocratie, des droits de l'homme, l'égalité de sexe et quoi d'autre. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que le régime islamique cherche ses amis étrangers parmi les États dictatoriaux, ou bien moins démocratiques, comme la Russie, la Chine, le Corée du Nord, le régime criminel de Bachar Assad, etc., qui n'ont pas une culture de la démocratie ou de droit de l'homme dans leur propre pays. Alors l'Iran est dirigé dans le XXIe siècle avec les lois islamiques. Et ces lois sont considérées divines, parfaites, suffisantes, immuables, écrites dans le Coran ou inspirées des hadiths, les paroles du prophète, et des imams chiites et leur style de vie. Elles sont pour l'éternité, donc pas réformables, car les musulmans croient que l'islam est la dernière révélation nécessaire pour toute l'humanité. Donc, pour la charia, il n'y a pas de procédure de légalisation ou de réforme, mais seulement d'administration et d'application de l'islam politique tel qu'il est. Par conséquent, un tel état est non réformable avec le temps. Et voilà ce qui s'appelle un état islamique, ou bien l'islam politique. Pour l'islam politique, puisque la société musulmane représente l'islam, l'entité sociale doit être une entité islamique plutôt qu'une entité humaine avec des choix libres arbitres dans tout domaine de la vie sociale, culturelle, individuelle et quoi d'autre. Cela veut dire que l'idée de l'évolution sociale reste là où elle a commencé d'après l'origine de l'islam, il y a 14 siècles, à l'époque du prophète lui-même, dans une société de clans primitive. Je répète le point crucial est la non-possibilité de séparation entre l'État et la religion, ou bien l'islam. C'est pour ça que je dis islam politique. Autrement dit, la séparation de l'État et de l'islam est conditionnellement dénuée de toute signification de la liberté individuelle et démocratique. Tout est basé sur les valeurs islamiques qui sont incompatibles avec le temps moderne, avec le temps dans lequel nous avons besoin d'une laïcité et d'une démocratie
et des droits égaux pour les hommes et les femmes. Alors, l'identité islamique imposée telle qu'elle est depuis le 7e siècle par les envahisseurs musulmans qui ont détruit la grande civilisation iranienne, ou bien la civilisation de Perse à l'époque. Et c'est pour ça qu'il y a une forte nostalgie pour l'Iran pré-islamique. Beaucoup d'Iraniens n'ont pas une fierté nationale, une harmonie nationale avec le régime actuel qui représente déjà le dépris de ceux qui ont envahi l'Iran au 7e siècle, qui venaient de l'Arabie à l'époque. Alors, ce régime avec son islam, est ébranlé aujourd'hui, surtout parmi les nouvelles générations. Alors, ni la foi, ni la volonté de soumission de cette nouvelle génération ne s'accordaient pas du tout avec le régime et ses ambitions. Et le régime islamique représente pour une grande majorité progressive des Iraniens une contradiction avec l'histoire et la grande civilisation de la Perse, où l'Iran pré-islamique était un grand empire. Et cette nostalgie-là est très progressive maintenant parmi les Iraniens. C'est celle-là qui prend maintenant l'existence du régime. En Occident, pour stomper le mauvais visage du régime islamique et aussi atténuer le poids de ces violations de droits de l'homme de manière systématique. Alors c'est pour ça qu'il ne vous montrait pas le vrai visage du régime islamique avec cette doctrine islamique. Et même moi, je brise ce tabou. Je vous présente tel que ce régime existe, parce que c'est un grand problème maintenant pour les Iraniens. On ne s'attend pas que la Russie ou la Chine s'alignent avec le peuple iranien dans leur combat juste contre le régime fasciste, de nature d'occupation, de force d'occupation. Mais par contre, on s'attend que les pays occidentaux, la France, l'Allemagne, respectent leurs propres valeurs démocratiques et de droits de l'homme et leur propre histoire. Et c'est eux qui devront, au lieu de s'aligner avec le régime islamique pour leurs propres intérêts lucratifs, mercantiels et honteux, ils doivent maintenant s'aligner avec le peuple iranien dans notre combat juste contre le régime totalitaire. D'ailleurs, il me semble que l'Occident a oublié l'histoire, qu'il y a une vieille confrontation entre le monde musulman contre le monde non musulman. Ça veut dire une ambition d'éteindre leur territoire, soi-disant, Dar al-Islam. Dar al-Islam, ça veut dire le territoire de l'islam. Et ce qui était promis par Allah aux musulmans. Donc, ce territoire ne connaît aucune frontière. Le monde entier appartient à l'islam et doit être islamisé. Et sous le drapeau de l'islam. C'est pour ça qu'il y a djihad fi sabilillah, ça veut dire tuer ou être tué pour la cause d'Allah. Ça veut dire éteindre le territoire d'Allah à n'importe quel prix. Et c'est pour ça qu'il y a des djihadistes
partout, même dans le monde non musulman. Bien sûr, les pays islamisés, la population dans ces pays-là, ce sont les premières victimes de ces islamistes, mais ces islamistes ils ne connaissent pas une frontière. Ils ne connaissent que leur doctrine qui doit être imposée à n'importe quel prix au monde entier. Sans une limite géographique, mais bien sûr avec un droit sacré s'éteindre dans le monde entier. C'est dans ce sens-là que Jihad fi sabilillah existe. Depuis le prophète lui-même et depuis maintenant Daesh, Boko Haram, le régime de Mullah, partout il y a cette notion de Jihad fi sabilillah. Ça veut dire conquérir le monde non musulman et annexer avec le monde musulman. Voilà ce qui s'appelle l'islam et ses ambitions d'expansionnisme qui n'est pas créé par une poignée de cheikhs ou mollahs ou talibans, mais ça a existé depuis le prophète lui-même et après ses successeurs, les califes, qui ont d'ailleurs conquis une grande partie du monde entier à leur époque. Et c'est ça l'islam politique. Après la chute du communisme, le poids de l'islam politique est présent comme un nouveau pôle d'idéologie qui doit à tout prix franchir ses frontières d'origine. Et cette idéologie semble prête à sortir de ses limites et à se mettre en œuvre comme un nouveau véhicule de tension internationale, ce qui est présent maintenant. J'ajoute à travers de ce débat que si pour certains, le monde occidental était coupable, ou bien est coupable toujours pour son passé colonial, qui est d'ailleurs très juste pour l'islam politique, l'Occident est aujourd'hui coupable pour ses caractères pluralistes, laïques, impudiques. Et pour ces raisons-là, qui considèrent l'Occident comme l'ennemi de l'islam. Cette position purement réactionnaire, quand même, a provoqué une certaine sympathie ou bien l'alignement des milieux d'intellectuels européens ou occidentaux à côté des mouvements islamiques et surtout le régime islamique dont la population musulmane, leur propre peuple, sont leurs premières victimes, ce qui veut dire en Iran, il y avait eu des milliers d'Iraniens musulmans ou non musulmans qui ont été exécutés par le régime au nom de l'islam. Alors, c'est à travers de la définition précise que je viens de vous présenter que je crois que les racines telles que je présente ici sont des synthèses d'un régime totalitaire qui s'appelle l'islam politique aujourd'hui dans le monde entier. C'est un danger très grave, mais qui est en quelque sorte ignoré par une poignée de capitalistes lucratifs qui cherchent leur intérêt
mercantiles partout dans le monde entier, y compris dans les pays où les cheikhs corrompus et les mollahs corrompus peuvent partager les biens de leur propre pays avec eux en Occident. Et c'est pour ça que c'est une honte pour les pays occidentaux avec leur culture de démocratie et de droits de l'homme, d'égalité de sexe, qui s'aligne avec un régime misogyne, corrompu et criminel qui est maintenant en Iran. Merci pour votre attention et je vais encore présenter peut-être d'autres émissions en ouvrant d'autres ongles qui ont été cachés par les médias européens, les médias qui choisissent quand même un moyen laxisme pour ne pas briser le tabou. Moi, je vais briser ce tabou-là. Merci. À plus tard.